On refait l'Euro. Pendant tout le mois de janvier, retrouvez toute l'équipe dont Refait le H qui décryptera pour vous le championnat d'Europe de handball. Débat, résultats, statistiques, nous analyserons pour vous l'actualité de la compétition. Nous ferons également un focus complet sur la performance de chaque joueur nantais engagé dans la compétition. On vous fait confiance, ne manquez pas le rendez-vous, on refait l'Euro. Une fois par semaine, pendant toute la durée du tournoi, soyez là. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième émission de On refait l'Euro. Et ce soir je suis accompagné de Mickaël. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Paul, bonsoir Yann, bonsoir tout le monde. Et oui, je suis également accompagné de Yann. Bonsoir Yann. Salut Paul, salut Mickaël, bonsoir à tous. Au sommaire de cette troisième émission, nous ferons un bilan du tour principal de l'Euro et nous évoquerons également les performances de nos Nantais encore engagés dans la compétition. On en profitera également pour évoquer le sondage et la question de la semaine. Nous ferons également un point sur les demi-finales de l'Euro et vous nous donnerez, messieurs, vos pronostics. Enfin, nous terminerons par l'actualité du H, mais commençons sans plus tarder avec ce bilan du tour principal. Messieurs, qu'en avez-vous pensé, Yann ? Eh bien, on va commencer par le groupe 1, le groupe de la Croatie qui me tient particulièrement à cœur. Les résultats sont somme toute logiques. On avait dit lors de l'émission précédente que nos favoris étaient l'Espagne, la Croatie et l'Allemagne. L'Allemagne, on va dire d'un point de vue comptable, n'est pas au rendez-vous parce qu'au niveau du jeu, ça a été un peu ça n'a pas été ça non plus, mais c'était pas non plus catastrophique. L'Espagne qui a fait forte impression depuis le début du tournoi, a confirmé lors de ce tour principal, à mon grand désarroi, je vais dire, puisque cet après-midi, il y avait le match Espagne-Croatie qui s'est terminé sur un match nul 22-22, avec une possession de balle pour la Croatie dans les dernières secondes qui nous aurait permis de l'emporter si on l'avait mieux concrétisé. Et ça nous aurait permis surtout de terminer premier du groupe. Donc pour moi, le bilan est très satisfaisant de ce tour principal, en tout cas pour la Croatie, parce qu'on est qualifié pour les demi-finales. Un petit peu frustrant, parce que la seconde place, ça veut dire rencontrer en demi-finale le grand favori qui est la Norvège. Si on avait pu terminer premier, ça nous aurait peut-être facilité la tâche. Maintenant, en rencontrant la Norvège, on sait très bien qu'on a tout à gagner, qu'on n'a rien à perdre, c'est les favoris. Donc au moins les gars seront motivés et seront prêts dès le début. Ce qui n'est pas toujours le cas de la Croatie, c'est un peu là où ils pêchent. Des fois, c'est au niveau mental. Là, il faudra être prêt. Voilà. Mais logique, ce groupe 1, Espagne, Croatie, Allemagne, les trois premiers. Mika, c'est ton avis également ? Oui, complètement. Il n'y a pas eu de surprise dans ce groupe. Les favoris étaient au rendez-vous. Comme tu l'as dit, l'Espagne a plutôt dominé. La Croatie a vraiment été solide. Ce groupe-là s'est joué sur le match contre l'Allemagne, un petit peu comme on pouvait le pressentir, puisque le Espagne-Allemagne avait eu lieu lors de la première phase. On savait que le match clé de ce deuxième tour, ça serait le Croatie-Allemagne. Ça a été le cas. C'était le match le plus intense et le plus intéressant de cette phase de poule. Après, derrière, je suis quand même un peu déçu de l'Autriche et de la Biélorussie, qui sur le papier a quand même des équipes assez intéressantes avec des jeunes joueurs. Mais bon, ils étaient visiblement pas au niveau pour ne serait-ce qu'espérer concurrencer les équipes de tête pour les demi-finales. Donc assez peu de suspense, une hiérarchie relativement respectée, et puis donc une Espagne sur la continuité de son premier tour, très solide, très en place tactiquement. On sent que cette équipe, elle est construite pour aller chercher des titres. Ouais, elle est expérimentée. Elle est vraiment expérimentée. Et puis, une belle équipe croate qui a vraiment fait le job face à une équipe allemande, notamment, qui, moi, m'a relativement déçu. Alors, c'est solide, ça s'oriente sur une bonne défense, une bonne paire de gardiens. Mais c'est vrai qu'offensivement parlant, ça a quand même pas été très, très intéressant. Alors, il y a des bons joueurs, mais je
trouvais que ça manquait un petit peu de liant, tout ça. Donc pour moi, les Allemands ne méritaient pas spécialement leur place en demi, en tout cas pas plus que les Croates. Donc on a 2 beaux qualifiés qui, j'espère, vont nous offrir 2 belles demi-finales. Ce qui m'a fait plaisir pour revenir sur la Croatie, parce que je les ai subis un peu plus forcément, c'est on a connu une équipe de Croatie beaucoup plus talentueuse et beaucoup plus joueuse que celle actuelle. Contre l'Allemagne, c'était un gros match de défense. C'était pas Sindrich n'est pas le Sindrich qu'on connaît à Barcelone. Duvniak fait le boulot par contre. Mais c'est au niveau mental. Je reviens là-dessus. C'est contre l'Allemagne, c'est passé ras les fesses, mais c'est passé. Mais parce qu'ils sont revenus au forceps et ils ont réussi. Contre l'Espagne, c'était pareil. Les Espagnols menaient de 5 buts à 10 minutes de la fin et à 1 minute, il y a 22-21 pour la Croatie. Donc le mental est vraiment là. Je pense aussi, et je veux le souligner, c'est qu'il y a le formidable public croate, et je dis pas ça pour faire de l'autosatisfaction, mais il suffit de regarder les matchs et de voir le nombre de spectateurs croates qui suivent cette équipe et qui encouragent et qui sont debout et qui chantent pendant tout le match. Ça doit faire quelque chose quand même aux joueurs, ça doit un peu galvaniser pour pouvoir se sortir les tripes quand à un moment donné on est dans la difficulté. Ouais. Ça aurait peut-être pu aider les Suédois chez eux. Après, oui, forcément, on sait que le public peut, en tant que supporter nantais, je crois qu'on est bien placé pour savoir que le public peut apporter à une équipe, mais de mémoire, les Croates ont toujours été relativement fervents derrière leur équipe. Oui, toujours. Donc là, je pense qu'il y a un truc en plus dans cette équipe qui fait que là les résultats sont là, et surtout comme tu l'as dit, et c'était un point qu'on avait particulièrement souligné lors de ce qu'on avait introduit l'Euro, c'est que l'équipe elle est très sérieuse tactiquement et mentalement ça tient la route. Il y a une vraie solidarité entre les joueurs. Et c'est ça qui change avec la Croatie, qu'on avait vu sur les dernières compétitions, qui nous faisaient toujours 1 ou 2 matchs en bois qui les mettaient dedans. Là ils n'ont pas fait un seul match en bois, ils sont sérieux depuis le début. Même les Espagnols, comme tu l'as dit cet après-midi, les ont accrochés, donc c'est pas rien, faire nul contre l'Espagne qui avait tout gagné depuis le début, c'est pas rien comme résultat. Donc elle est bien cette équipe croate. Est-ce que ça lui permettra d'aller au bout ? On en parlera tout à l'heure au moment des pronostics, mais bon, en tout cas, je te vois très heureux, Yann. Là encore, vous n'avez pas l'image, mais depuis qu'il est arrivé pour enregistrer l'émission, il est grand sourire. Mais je comprends. Si on avait eu l'équipe de France qui nous avait fait une telle performance, on aurait aussi certainement le sourire. Ouais, il y avait quand même une différence de mental aussi entre les deux. Il n'y avait pas que de jeu. Rien à voir. On passe au groupe 2 ? On va passer au groupe 2. Juste, excuse-moi, avant je lance le groupe 2, alors je voulais rajouter, j'aime bien, comme vous savez, sortir des petits joueurs du lot. Là, je voudrais parler d'un joueur biélorusse, Nikita Valiupaou, qui joue au Meshkov Brest. Pour ceux qui ont eu l'occasion de voir cette équipe jouer en Ligue des Champions, c'est l'ailier droit. Il est hyper impressionnant, très rapide, une qualité technique et un poignet comme peuvent avoir les ailiers, hyper impressionnant. Il est encore jeune, 24 ans. Donc voilà, il a relativement crevé l'écran dans cette Euro. Il a encore mis 11 buts cet après-midi là contre l'Autriche. Je suis pas sûr que le Meshkov Brest va le garder très longtemps. Donc voilà, retenez ce nom. Vailupaou, voilà, c'est un petit peu compliqué, mais retenez ce nom au risque de le voir apparaître dans des grands clubs européens et peut-être même français, pourquoi pas. Et puis, tant que je suis sur les stats, un petit mot sur Figueras, notre futur joueur pivot de l'Espagne, qui a réalisé un 2e tour assez intéressant. Donc il a joué sur des fins de match. Quand on l'a vu, il est plutôt pas mal. Donc il joue que en attaque, il joue pas en défense. Moi je l'ai vu notamment ce week-end sur le match contre l'Autriche où il met 4 buts en fin de match. Je trouve que dans son déplacement, dans ses mouvements, dans son sens du but, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, j'ai relativement hâte de le voir avec le maillot violet. Pour l'année prochaine. Ouais, il est particulièrement mobile et comme tu disais, faut pas s'attendre à le voir défendre par contre. C'est quelqu'un qui fera que des phases d'attaque.
Alors peut-être là pour le coup on est je sais pas comme il sera vraiment utilisé. Pour le coup en Espagne il jouait uniquement en attaque, on l'a jamais vu en défense. Mais dans son club il est pas réputé pour défendre. Après à voir, peut-être que on lui demandera quelques tâches défensives. Oui, mais je pense qu'avec l'arrivée de Mathieu Bataille, c'est pas son point fort. C'est pas ça qui est envisagé, mais c'est un joueur très mobile et très curieux de le voir sous le maillot du H également l'année prochaine. Ouais. On est sûr, on pourra évoquer le groupe 2 et les performances de nos Nantais. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Eh ben, nos Nantais, je trouvais un Cavalcanti vraiment intéressant sur le deuxième tour avec. Parce qu'il en restait que 2. Hein. Oui, il en restait plus que 2, oui, dans ce groupe-là, Cavalcanti et Rakovnicek qui sont affrontés du coup. Je vais commencer par Cavalcanti qui a été le plus intéressant parce que aussi c'est lui qui a le plus joué. Je dirais à l'image de son équipe, il a plutôt réalisé un Euro satisfaisant. Alors lui, pour le coup, à l'inverse de Figueras, il a plutôt été utilisé en défense, dans lequel il a plutôt bien apporté, hein. Et d'ailleurs moi j'ai souvenir qu'en début de saison avec le H il était également pas mal utilisé en défense, hein, à côté de Nico Tourna pendant que Roquefelio était blessé, qu'il se soignait, et il avait été intéressant, et là j'ai un peu retrouvé ce Cavalcanti vraiment intéressant sur la ligne de défense, donc c'est très bien. Offensivement parlant, il est à 5 buts sur le deuxième tour, puisqu'il a mis 2 buts cet après-midi avec la Hongrie. Son top perf, c'était contre l'Islande. Contre la Hongrie. Contre la Hongrie aujourd'hui, c'est pas avec la Hongrie. Oui, contre la Hongrie, voilà. Sa top performance c'était 3 buts contre l'Islande. Le Portugal qui a réussi un très bon deuxième tour, où ils ont vraiment performé avec notamment la victoire de 10 buts contre la Suède là-bas. Enfin, c'est un résultat qu'on n'aurait jamais envisagé. Alors les Suédois étaient très décevants dans cet Euro. J'en parlerai peut-être un peu tout à l'heure. Mais non, bravo au Portugal qui vraiment là sort de la compétition, la tête haute, et qui peut espérer pour l'avenir faire de très très belles choses au niveau international. Ouais, je pense que c'est une future belle nation. C'est déjà une belle nation, mais c'est une future grande nation, on va dire, du handball. Les clubs phares, Porto, Benfica et Sporting commencent à performer en dehors de leur terre, du Portugal. La sélection, c'est pareil, hein. Ça a été une équipe hyper plaisante à voir jouer. Malheureusement, il leur manque encore un tout petit truc pour pouvoir aller plus haut. Ils ont des grands techniciens français qui les rejoignent aussi au Portugal. Donc, en tout cas, mais il y en a un. Après, il y a quelques joueurs français qui sont Arnaud Bingo, avec Kiranti d'ailleurs. Mais non, c'était super plaisant à voir jouer. Un vrai coach, ils ont un vrai coach qui fait des vrais choix de jeu, jouer à 7. Ça fait un peu penser à Thierry Henry d'ailleurs dans l'attitude, l'expression corporelle qu'il a sur le banc, il me fait un peu penser à Thierry Henry. Et puis des vrais choix de jeu, c'est-à-dire que décider de jouer à 7 régulièrement quand il est en difficulté pour trouver une position en phase offensive, c'est sortir le gardien, c'est quelque chose d'audacieux, et c'est bien puisque c'est une possibilité qui est donnée à l'équipe, alors autant le faire, hein. Et on va revenir juste, c'est la parenthèse sur l'équipe de France, mais c'est la grande différence entre un coach qui voit ce qui est collectif avant tout et qui entreprend les choses, et puis Didier Linard qui n'a rien fait, voilà. Et je pense que si les résultats du Portugal sont si bons que ça, c'est parce qu'il y a aussi un maître à jouer derrière, ou en tout cas un chef d'orchestre qui organise une équipe en équipe, justement. Donc non, ça m'a fait vraiment plaisir, cette équipe, à voir le Portugal. Ouais. Je suis un peu déçu des résultats, parce que j'aurais aimé les voir plus loin, parce que c'est une des équipes les plus plaisantes que j'ai vues durant l'Euro. Après, ça restait un petit peu juste quand même par rapport aux équipes qui sont qualifiées. On va l'aborder. Bon, il y a la Norvège qui a surclassé le groupe, clairement. C'est l'équipe qui t'a le plus séduit. Sans me vanter, je les avais annoncés favoris avant le début de la compétition. Là, franchement, je vois difficilement comment ils gagneraient pas cette compétition. Alors là, après, on va arriver sur des matchs couperés, donc tu peux toujours passer au travers, et puis surtout que ce sera pas des peintres en face. Mais aujourd'hui, là, cette équipe, elle surclasse la compétition. Les Norvégiens sont les plus forts. Ils ont gagné toutes leurs rencontres, et puis
assez largement, quoi. Je veux dire, ou quand ça a été un peu accroché, c'était parce qu'il baissait le pied. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une équipe qui a été en mesure vraiment de pouvoir les battre, quoi. Ça, ils n'ont jamais été cherchés au fond d'eux-mêmes pour pouvoir gagner un match. C'est ça. Ils n'ont pas presque gagné. économisé, quoi. Non, mais ils n'ont pas gagné. Économiser, c'est un peu fort, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'ils en ont encore sous le pied, quoi. Donc, vraiment impressionnante équipe norvégienne qui a donc logiquement gagné ce groupe en gagnant tout. Et puis la Slovénie qui finit deuxième, qui a été super dans cette phase de poule. Pareil, je vous les avais annoncés comme qualifiés la semaine dernière. Je me suis pas trompé, petite fierté perso, voilà. Mais ils ont fait un super deuxième tour. Il y a vraiment une belle équipe, c'est très cohérent, ça joue bien, ça défend bien, tactiquement c'est en place. Comme tu l'avais souligné, Yann, ils ont un vrai coach maintenant. Également, Et puis il y a plein de joueurs qui sont super intéressants. Comme moi j'aime beaucoup Diane Bambach, le demi-centre de Ziet. De Ziget, que je trouve super intéressant et il est très intelligent dans le développement du jeu, il mène bien le jeu, c'est vraiment un demi-centre qui construit les attaques de son équipe, et ça c'est vraiment le profil de joueur que j'apprécie beaucoup. Et puis tant qu'on parle de la Slovénie, un petit mot sur Rakovnicek, qui a malheureusement pas beaucoup joué au cours de ce deuxième tour, hormis aujourd'hui. On s'est fait plaisir tout à l'heure à voir la deuxième mi-temps de la Norvège où il nous a mis des très jolis buts. Il a mis 3 buts dans le match, c'est les 3 seuls qu'il a mis dans ce deuxième tour. Mais bon, là il a joué dans ce match Slovénie-Norvège qui avait relativement peu d'intérêt puisque les deux équipes étaient déjà qualifiées, donc tout le monde a fait jouer la Norvège et les Slovènes ont plutôt fait jouer les remplaçants, ce qui a permis à notre Rakovnicek d'avoir du temps de jeu, et il l'a plutôt bien utilisé de ce qu'on a vu. Ah ouais, il a vraiment bien utilisé, c'était plaisant de le voir comme ça. Il y a 2 buts qui sont quasiment copie conforme, où il fait une feinte de corps, et sur la première d'ailleurs le défenseur finit carrément le cul par terre, et sur la deuxième c'est pareil, et donc ça lui ouvre complètement le centre du but, parce qu'il a écarté la défense à lui tout seul, et là petit coup de poignet pleine lunette, 2 buts identiques. C'est vraiment un joueur que j'apprécie depuis le début de saison. Ça c'est autre chose, mais on l'a déjà dit, très complémentaire des Breakmin. Je trouve aussi qu'il est très complémentaire de l'autre demi-centre dont j'ai oublié le nom, le demi-centre titulaire de l'équipe de Slovénie. Et j'ai juste le regret de ne pas le voir plus souvent sur le terrain. C'est vrai qu'il a très peu joué depuis le début du tournoi, et j'espère qu'il a un peu gagné des points ce soir pour qu'on lui donne un peu plus de temps de jeu. En tout cas, ce qu'il a fait, ce soir il l'a bien fait. Ouais. Alors justement, messieurs, c'est un peu la question, mais est-ce que aller loin avec son équipe nationale, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose pour le H ? Pour moi, il y a donc ça fait référence au sondage. Bien sûr. Donc il y avait les possibilités bonnes ou mauvaises choses, et puis la petite blague sur Adrien Dipanda, avec quelques-uns qui l'ont relevé sur le groupe. Ça fait plaisir d'avoir un petit peu d'interaction avec vous, c'est toujours sympa. Pour moi, les réponses bonnes ou mauvaises choses, en fait, les deux peuvent être valables, parce qu'on a déjà, alors pas forcément au H, mais si on regarde un petit peu, il y a déjà eu les deux cas. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont ressortis de compétitions internationales grandies, et puis ça a eu un impact positif derrière sur leur équipe. Je pense par exemple à David Balaguer qui était pas international avant d'arriver au HBC Nantes. Quand il était international, qu'il revenait de compétition avec l'Espagne, on a senti qu'il avait gagné, ça lui avait apporté. Il avait pris une autre ampleur. Je me souviens de Valentin Porte quand il a commencé à aller en équipe de France, quand il jouait encore à Toulouse. Pareil, ça l'a transformé, le bonhomme. Donc là, dans ce cas-là, c'est hyper positif. J'espère qu'un Cavalcanti, on aura la réponse bientôt, ça va l'avoir transformé, ça va être positif. Mais de temps en temps, il y a des cas négatifs. L'année dernière, quand Hansen il revient du titre avec le Danemark, franchement, la deuxième partie de saison, c'est plus le même Hansen, il est largement en dessous. Donc, avec le PSG, on a déjà eu des cas de joueurs qui reviennent. Alors, soit ils sont un peu cramés physiquement, soit mentalement, le fait qu'ils aient bien réussi, ils sont un peu fatigués, ils n'arrivent pas à s'y remettre ou à se remotiver avec le championnat, avec le club. Donc les deux cas sont possibles.
Pour moi, il n'y a pas une vraie bonne réponse. Ça va dépendre des joueurs. Je pense que ça dépend aussi de l'âge du joueur. Je vais revenir sur Cavalcanti. Il est jeune, c'est sa première expérience. Je pense que ça va le booster. J'espère que Rakovnicek, alors il joue pas beaucoup, mais le beau parcours, ça va le booster aussi. Sur des joueurs un petit peu plus vieux, ça peut peut-être avoir un impact un petit peu plus embêtant, tu vois. Un impact physique, c'est sûr que Alors, s'il y a un Kirill Lazarov qui a fait un très bon début de tournoi avec son équipe de Macédoine, s'il avait eu la chance de pouvoir continuer au tour principal, physiquement, ça aurait peut-être pu lui tirer dessus, surtout qu'on l'a pas économisé depuis le début de saison. Là, ouais, ça devient plus compliqué. Et puis, vu qu'on n'a pas d'autre arrière, il y a peu de chances qu'on l'économise en deuxième partie de saison. Après, ce que tu disais est très juste, mais en ce qui concerne le HBC Nantes, les cas de figure se présentent pas beaucoup, à part Rakovnicek qui est encore dans la compétition. La grande majorité des joueurs, soit s'est fait éjecter rapidement, soit très peu joué. Donc, comment ça va se présenter, comment ils vont revenir, c'est toujours compliqué quand vous faites je vais prendre le cas de Nico Tourna par exemple. C'est non seulement vous jouez pas beaucoup, votre équipe se fait exclure rapidement de la compétition. Moralement c'est compliqué. Donc est-ce que vous revenez, vous êtes un peu dedans, est-ce que vous êtes content au contraire de retrouver les copains parce que l'ambiance est un peu meilleure qu'au sein de l'équipe de France et donc c'est bon pour repartir sur sa lancée. En fait c'est propre à chacun, je pense moi. Il y a pas de règle. Il y a des joueurs, aller loin dans la compétition, ça va leur apporter. Et puis d'autres, comme tu disais, Hansen, qui est pourtant un joueur fabuleux, ça a complètement fusillé sa deuxième partie de saison. C'est vrai qu'il n'y a pas de règle. Il y a des joueurs que ça va motiver pour la fin de saison avec leur club, et puis d'autres que ça va un petit peu endormir parce que cet arrêt de la période internationale, il n'y a pas le même liant, il n'y a pas la même. Puis même, tu vois, si je reviens sur le cas Hansen, il a lâché énormément d'influx mental sur cette compétition. C'était au Danemark, c'était le premier titre de champion du monde du Danemark. Il tient son équipe. C'était le héros national. Quand il revient au PSG, il doit aller jouer à Ivry ou à Tremblay. On peut comprendre que le mec, ça le fait moins rêver, quoi. C'est déjà beau qu'il me rentre dans le bus, quoi. C'est son boulot quand même, il est payé pour ça, mais ouais, tu vois, tu peux comprendre que le mec c'est ça. Et je remets pas en cause le professionnalisme d'Hansen, mais clairement c'est plus le même sur la deuxième partie de saison. Et là, je prends cet exemple-là parce qu'il me vient à l'esprit, mais des exemples, il y en a certainement d'autres que là j'ai pas en tête. Mais voilà, donc les deux cas sont possibles. On va voir ce que ça va donner avec Sagosen si la Norvège va au bout. Et est-ce qu'il pourrait ne plus être dedans pour le PSG sur la deuxième partie de saison? On va pas se mentir, ça nous arrangerait. Ouais. Mais l'exemple le plus parlant pour nous, on va dire, c'est sans parler d'une compétition internationale de nations en tout cas, c'est quand le H a atteint la finale de la Ligue des Champions. Il y a des joueurs que ça a galvanisé pour le début de saison suivant, on va dire, et t'en as d'autres qui n'étaient pas du tout à leur niveau parce qu'il fallait redescendre du petit nuage. Et ça leur a été pas mal reproché à certains en disant on n'est plus en finale de Ligue des Champions, c'était l'année dernière, maintenant il faut recommencer à zéro. Donc c'est très compliqué, c'est vraiment propre à chacun. Alors justement, Mika, tu évoquais Mikael Hansen lors de la compétition précédente, mais surtout là, pour cette compétition Sagosen, c'est la question justement de la semaine, est-ce que Sagosen est un extraterrestre ? Qui veut se lancer? Question de Christelle pour la Christelle, oui, tout à fait. Nous la saluons et merci pour. Et qu'on remercie d'avoir participé à tous, nous avoir posé. Et continuer à participer, à soumettre des idées de sujets. Alors Sagosen, extraterrestre, pas extraterrestre, demi-dieu. Je crois pas que ce soit un extraterrestre, ça doit être un humain. Par contre, c'est un joueur extraordinaire. C'est aujourd'hui le meilleur joueur du monde. Vous ne le voyez pas, Mika a des étoiles dans les yeux. Ouais. J'aime beaucoup ce joueur. En fait, on peut être que ébahi par le talent de ce garçon. C'est quelqu'un que je suis en plus depuis un petit moment. On l'avait vu dès que la Norvège avait commencé à pointer le bout de son nez. On s'était rendu compte que leur demi-centre là, il se passait quelque chose. Il n'avait pas 20 ans qu'on le voyait déjà. On voyait déjà que le mec, il allait être en haut de la fiche, Polo, magnifique. Et puis bon, il est arrivé au PSG, chaque année il progresse, et là j'ai envie de dire c'est un petit peu l'explosion, quoi. C'est-à-dire que là il est énorme sur le terrain. Il est en attaque, il marque des buts, c'est le meilleur buteur de la compétition. Il organise le jeu, il défend, il a le lead sur tout le monde, c'est lui qui parle, tu sens que c'est le vrai patron.
Et il a que 23-24 ans. Ouais, il a que hein, 23-24 ans. C'est la méga star du handball, ça y est. On savait que ça allait le devenir. Je crois que cette compétition, c'est le coup de tampon, c'est l'avènement du bonhomme. Et là, maintenant, je lui souhaite, on est parti sur 4-5 ans de surdomination. Si le mec, il est sérieux, qu'il se blesse pas, il peut y avoir plein d'événements. Mais là, vu comme c'est parti, le mec, il va dominer le handball comme l'a fait un Karabatic il y a quelques années. En plus, il a fait un choix de carrière qui, pour moi, est judicieux. Hein. Beaucoup se sont posé la question, parce que là, il est au Paris Saint-Germain, qui est quand même un énorme club. Mais à partir de l'année prochaine, il sera à Kiel. Alors ça posait pas mal de questions à certains, parce que Kiel n'a plus les résultats sportifs qu'ils avaient il y a quelques années quand ils dominaient le handball européen, contrairement on va dire au PSG qui est dans les 4-5 top clubs européens. Sauf que Kiel, c'est une institution, c'est jouer devant 10 000 personnes, c'est pas jouer à Coubertin devant 500 pelés et 3 tondus. Et puis Kiel, ça revient. Ils ont eu un moment de trou, mais ils reviennent. Le HF peut-être en termes de fréquence de gros matchs, c'est peut-être plus plein aussi, non ? C'est le championnat d'Allemagne aussi, donc il y a quelque chose qui est plaisant quand tu es joueur de très haut niveau en hand. T'as envie, comme l'a fait Romain Lagarde, hein, t'as envie de goûter à ça. Le championnat d'Allemagne, ça reste l'Allemagne. Oh, et puis le choix, enfin, c'est Kiel, c'est pas anodin. Kiel, et puis le pourquoi du choix, enfin, je trouve ça sympa. C'est en fait, il suit sa nana, quoi. Sa compagne va jouer au Danemark, et donc Kiel, à 300 km. Kiel étant pas loin, il a signé là-bas. C'est très actuel comme démarche. C'est vrai que c'est dans l'air du temps. Mais non, mais même ce que je trouve, c'est en fait, il était au PSG, qui est clairement le club qui a les moyens de payer le plus ses joueurs. C'est-à-dire, ils ont la manne financière la plus élevée d'Europe. Il aurait pu très bien choisir de rester au PSG, de redemander un salaire bien plus élevé. À Kiel, il va pas pour jouer gratuitement. Évidemment, et puis à Kiel, il y a des moyens. Mais au PSG, il aurait pu gagner encore plus. Sûr. Et là, en plus, il aurait pu faire jouer le fait qu'il est le meilleur joueur du monde. Il pouvait doubler son salaire. Là, je trouve qu'il fait un choix de carrière qui est super sympa. Humain, et puis voilà, sportif, c'est quand même se remettre en cause dans un autre championnat, dans un club qui, comme tu disais, qui repart sur les nouvelles bases mais qui repart bien. Ils sont bien classés en Bundesliga, ils sont en Ligue des Champions. Enfin voilà, c'est une bonne équipe. Non, c'est un vrai choix sportif aussi qui est hyper intéressant. Quand tu parles c'est la méga star, moi il y a un truc qui est flagrant et qui parle, c'est avec l'équipe de Norvège, conférence de presse. Là, la dernière conférence de presse avant le match contre la Slovénie, conférence de presse, il y avait tous les médias norvégiens qui étaient là. Sagosen, 10 minutes, pas une de plus, c'était annoncé. Et par contre, les autres joueurs arrivent après et 30 minutes chacun. Voilà, on met que 10 minutes Sagosen et lui tout seul pour préserver aussi le bonhomme, mais parce que c'est la superstar. Et après, vous avez une demi-heure avec chaque autre joueur, c'est pas grave, il passe derrière. C'est des statuts comme Zidane à l'époque avec l'équipe de France de football. C'est un gars qui est hyper important. Alors, non, c'est pas un extraterrestre, non, c'est pas un demi-dieu, mais c'est probablement, comme tu disais, le meilleur joueur du monde actuellement à seulement 23-24 ans. Et il a pas joué aujourd'hui contre la Slovénie, ce qui a pas empêché les Norvégiens de gagner. Et donc il est préservé. Là, il est chaud bouillant pour vendredi contre la Croatie. Et bon, peut-être la finale qui en découlera ou pas. Yann n'a pas l'air d'accord, mais bon. Mais en tout cas, ouais, là c'est. Après, c'est un mec exécrable sur le terrain. Sur le. C'est le teigne. Et puis en plus, il a la tête de branleur qui a envie de lui mettre des baffes. C'est là, clairement. Il triche quand même pas mal aussi. C'est un chouineur. Après, il a un talent monstrueux. Donc c'est ça. En fait, c'est ça qui me gêne chez le bonhomme, c'est que, mais comme Nicolas Karabatic, Karabatic m'a toujours gonflé, parce que c'est toujours un gars qui fait des tas de simulacres, toujours en train de chouiner et tout. Alors que c'est des mecs qui ont un tel talent, vous n'avez pas besoin de ça, quoi. C'est jouer avec votre talent, et c'est tellement plus plaisant que toujours là à essayer de chercher la petite bête, les accrochages, chambrer les mecs. Un jour, il tombera sur un gars qui est comme lui. En plus, apparemment, c'est une perle, le gars. En plus, dans la vie, c'est un gars qui est hyper poli, qui est hyper drôle sur le terrain, mais comme Vincent Gérard. Oui, pareil. Voilà. C'est exactement pareil. Combien de types, moi le premier, a envie de lui mettre des claques quand il est sur le terrain parce qu'il m'insupporte, alors qu'en dehors, le gars est super sympa. Et c'est vrai que c'est ce qu'on pourrait reprocher à Sagosen, c'est cette attitude un petit peu déplacée, un petit peu très énervante, mais le talent du joueur. C'est l'âge. Bon, je sais pas, regarde Karabatic, ça a été ça toute sa carrière, il est encore comme ça, donc je crois pas, mais bon, en tout cas,
un joueur vraiment extraordinaire qu'on aura la chance de voir dans un peu plus d'un mois à la H Arena avec son club du PSG. J'espère qu'il sera pas brillant évidemment pour nous, mais ça sera probablement l'une des dernières fois qu'on aura l'occasion de le voir, puisque après il s'envolera en Allemagne. Donc profitez-en. Un joueur comme ça de classe mondiale, c'est quand même pas tous les jours qu'on a l'occasion de voir ça. Ouais. Bon messieurs, on va passer à la présentation des demi-finales. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces demi-finales ? Je vais commencer moi par la première. C'est les affiches déjà. C'est les affiches. Donc on va avoir Espagne-Slovénie. Ouais. Donc ça sera vendredi à 18h et donc en prime time à 20h30 l'affiche, le match attendu Norvège-Croatie. Voilà. Le match des vainqueurs, Yann ? Il y aura forcément un vaincu. Ça c'est. Alors moi je croise les doigts pour que le vaincu soit du nord de l'Europe, mais ça va être très compliqué. En toute objectivité, la Norvège part largement favori contre la Croatie. Maintenant, au regard des performances croates depuis le début du tournoi et surtout de la motivation et de l'engagement qu'ils mettent, je me dis qu'il y a un coup à faire. On part vraiment pas favori, très franchement, mais je me dis qu'il y a un coup à faire. C'est assez rare que cette équipe montre autant de solidarité et de discipline. Il faudra plus que de la solidarité et de la discipline. Il faudra vraiment être à 100% de ses capacités pour pouvoir sortir les Norvégiens, mais sur un coup, pourquoi pas. Bon, on a compris, tu vois la Croatie sortir de cette première affiche, et pour l'autre Non, je vois la Norvège, je disais en toute objectivité. J'essayais quand même de... Après, le cœur et l'espoir me font dire que j'espère que la Croatie passera. C'est sûr que si à 5 minutes de la fin, on est à touche-touche, à 1 ou 2 buts de différence, voire à égalité, je vais y croire encore plus fort, je vais pas vous mentir. Si on a 6-7 buts de différence à 5 minutes de la fin, tu pourras avoir tes pronostics. Ouais, ça sera plié. Ce sera pas le match contre l'Espagne comme aujourd'hui, même s'il y avait à un moment donné un +5 pour l'Espagne. Il restait déjà 10 minutes et comme on le disait, les deux équipes étaient déjà qualifiées. Après, c'était savoir première ou deuxième place. Forcément, l'engagement n'était pas le même pour ne pas risquer non plus une blessure pour une demi-finale. Voilà, c'est... Et l'autre demi-finale, tu vois qui s'imposer ? Espagne-Slovénie ? Oui. Je vois bien la Slovénie en fait. Ils m'ont fait plaisir. Alors l'Espagne c'est super carré, c'est hyper expérimenté, mais la Slovénie me fait vraiment plaisir à voir. Alors ils peuvent exploser contre l'Espagne, mais je pense aussi qu'ils peuvent passer. Ce sera tout l'un ou l'autre pour moi. Et puis après c'est aussi le cœur. Et la région qui parle. Donc si on pouvait avoir une finale Croatie-Slovénie, ce serait parfait. Ouais, voilà. C'est la finale dont tu rêves également, Mika, ou pas du tout ? Ah, pas du tout. Alors rêver, non. De toute façon, j'avoue qu'il n'y a pas forcément une finale qui me fait rêver. Je pense que les Norvégiens vont battre les Croates parce que pour moi c'est la meilleure équipe du tournoi et que on l'a dit, Sagosen marche sur l'eau. La Croatie peut poser des problèmes, mais très honnêtement, hormis un non-match de la Norvège, je ne vois pas comment que ça pourrait tomber dans les mains des Croates. Concernant Espagne-Slovénie, je m'attends vraiment à un beau match. L'Espagne a été vraiment très forte depuis le début de la compétition, notamment grâce à une très belle organisation défensive, une paire de gardiens, Pérez de Vargas et Rodrigo Corrales, qui ils sont tous les deux au même niveau, quoi. Ils ont tous les deux quasiment le même nombre d'arrêts. Il y a un qui sort, l'autre qui remplace. C'est impressionnant. Moi cette équipe elle m'impressionne beaucoup et puis elle est très expérimentée, donc je la vois quand même gagner, mais comme Yann, moi j'ai un vrai coup de cœur pour cette équipe de Slovénie qui depuis le début de tournoi me plaît beaucoup et j'aimerais bien qu'ils fassent le coup et qu'ils passent les Espagnols. Donc j'ai envie de dire de manière pragmatique, je verrais plutôt un classique, on va dire Norvège-Espagne, mais j'espère bien un petit Norvège-Slovénie. Et puis ça changerait, les Slovènes on les attendait pas forcément à ce niveau-là, donc ça me ferait plaisir. Un Norvège-Slovénie, ça serait comme tu l'as dit en intro, ma finale rêvée, ça serait plutôt cette finale-là. Mais je t'avoue que de mon côté c'est aussi l'affiche que j'aimerais voir, même si effectivement j'aimerais voir au moins une demi-finale Norvège-Croatie qui soit un petit peu plus disputée du coup, mais effectivement c'est des équipes qu'on a envie de voir ce qu'elles peuvent donner à un niveau au-dessus.
Après, on arrive à des matchs à élimination directe, donc ça joue sur 60 minutes, quoi. Il suffit que parce qu'il n'y a pas un écart qui est monstre non plus entre les équipes. Si les Norvégiens ils ratent la première mi-temps et que la Croatie tourne à plus 6 ou 7, ils auront une vraie chance, tu vois. Donc ça peut jouer à pas grand chose. Ça se joue à rien à ce niveau-là. Plus 6 ou 7, j'y crois pas, la mi-temps pour la Croatie. Non, mais c'est en imaginant une catastrophe. Mais par contre, j'aimerais bien que Sindrich se réveille, il serait temps. C'est sur ce match-là qu'il faut qu'il se réveille. Parce qu'il fait pas un mauvais tournoi, mais il est largement de ça, des capacités et du niveau qu'il a avec Barcelone. Du niveau auquel on a en droit de l'attendre, vu les qualités du bonhomme. Et s'il se réveille un petit peu, il y a moyen de faire un peu de dégâts et en tout cas d'aller enquiquiner l'adversaire. Sans lui, ça sera quand même plus compliqué. Ouais. Bon. Juste je terminerai sur les demi-finales. Je suis très content qu'on arrive enfin au match à élimination directe, parce que là, franchement, qu'est-ce qu'on se fait chier depuis 3 jours. Sérieusement, je trouve ça assez lamentable, ces formats de compétition où on se retrouve après plus de 10 jours que le tournoi a commencé, et là en prime time, en ce moment, des matchs dont tout le monde se fout, qui n'ont plus le moindre intérêt sportif. Là, il y a un Islande-Suède où même les supporters norvégiens ont du mal à s'emballer pour ce genre de match. Alors ils sont gentils, les instances internationales, que ce soit l'IHF ou le HF, de nous proposer, parce que c'est pareil pour les championnats du monde, maintenant il n'y a plus qu'un Final Four, il n'y a plus que demi-finale, nous proposer des compétitions avec des phases de groupe qui durent interminables. On se retrouve là depuis le début de semaine avec des matchs en prime time qui ne servent plus à rien, qui ont plus le moindre intérêt. On connaît déjà les qualifiés, après c'est juste savoir est-ce que tu vas terminer premier ou deuxième. Exactement. Et donc quand tu as des matchs, comme tu dis, qui n'ont aucun intérêt sportif, avec des équipes qui de toute façon, si ce n'est de se dire on a terminé 7ème au lieu de 6ème, mais ça emmerde tout le monde, les salles sont vides, t'as complètement franchement ça a ni queue ni tête. Revenez à des formats un petit peu plus habituels, comme on avait eu lors de la Coupe du Monde en France, les derniers championnats du monde en 2017, là où on fait une phase de poule au début et après on passe 8ème, quart, demi-finale. C'est sur les matchs à élimination directe, c'est ces matchs-là qui deviennent des matchs, les matchs historiques. Et puis c'est ça qui crée de l'émotion. C'est ça qui crée de l'émotion. C'est quand ça commence, t'as 1 heure et à la fin de l'heure, il y en a un qui est éliminé et l'autre qui continue. Et c'est là-dedans qu'il va y avoir de la pression et que ça monte en puissance. Là, je comprends pas. Franchement, la compétition termine dimanche. Ce soir, il y a encore des matchs où tout le monde s'en tape, quoi. Là, on a eu un Norvège-Slovénie. Alors, c'est cool, on a vu Rakovnicek, mais c'était les deux équipes remplaçantes, quoi. Alors qu'on est à 3 jours de la fin du tournoi, c'est aberrant. Donc je pense qu'il faut absolument arrêter avec ces phases de groupe à non plus finir. Ça met des matchs en plus, beaucoup plus de matchs, et ça fatigue encore plus les joueurs. Exactement. Ça sert à rien. Donc j'espère que c'est juste fait pour des considérations financières. C'est ça, bien. C'est pour la thune. Mais tu crois que les salles qui sont vides, ça rapporte plus de thunes? Non. Bah non. Non, puis le spectacle proposé n'est pas intéressant. Tu vois des salles qui sont vides. Je sais pas si le bénéfice au final est si gros que ça, quoi. On va clairement à l'inverse de ce qu'est en ce moment le sport qui, on voit dans tous les sports différents, cherche à faire le plus de spectacles possible. Et ces phases de groupe à n'en plus finir, c'est complètement l'inverse. J'espère que les instances vont se remettre à l'endroit et nous reproposer des vrais tournois avec de l'enjeu assez rapidement, quoi. Voilà. Bon, c'était le coup de pression de Mika et partagé en tout cas. Messieurs, on va arriver sur la dernière partie de l'émission, à savoir l'actualité de notre club adoré, l'actualité du H, et notamment ce match amical contre Irun. Qu'est-ce que vous en attendez on n'entend plus rien, mais ce qu'il est passé. Ben oui, mais qu'est-ce que vous en attendiez et qu'est-ce que vous... ça va. Qu'est-ce que vous voulez en relever? Belle victoire, 10 buts. Oui, voilà. Déjà. C'est pour un match de reprise 30-20, c'est ça? 30-20, ouais. Et gagner de 10 buts, c'est pas anodin. En sachant qu'on avait quand même pas mal de joueurs, finalement, on pensait qu'ils allaient être là, mais qui n'étaient pas là. Oui. Et ça a beaucoup tourné. Il y a énormément de jeunes du centre qui ont joué. Je vais retenir Lucas de la Bretèche, entre autres, qui a pas mal joué et en tant que demi-centre, donc ça c'est plutôt cool. C'est un joueur que j'adore chez les jeunes. Donc ça fait plaisir. Il y avait lui, il y avait Petro, il y avait Damatrin, il y avait Théo Monard, il y avait pas mal de jeunes. Il y avait Colin Loury qui a joué en tant que gardien aussi.
Donc gagner de 10 buts contre Irun, qui est pas une équipe de faible niveau. Alors eux pareil, hein, ils ont beaucoup fait tourner, c'est aussi un match de reprise pour eux. Mais ouais, particulièrement intéressant pour déjà motiver tout le monde. Parce que ça laisse à penser aux jeunes qu'on les incorpore et donc on compte sur eux. Mentalement et pour les motiver, c'est hyper intéressant. Et puis le résultat est là aussi quand même, hein, 10 buts, c'est pas anodin non plus, quoi. C'est beau être un match de reprise, c'est pas anodin. En tout cas, c'est une excellente base de travail. Mika. Oui, forcément la victoire, ça fait plaisir. Après, comme tu l'as dit, les deux effectifs étaient largement amputés de beaucoup de cadres. Donc le résultat, pour moi en tout cas, reste anecdotique. Après, je suis très content que les petits jeunes qu'on a l'habitude de voir, donc tu les as cités, c'est un peu les cadres de la N1, aient pu participer à la fête. Moi, ce que je retiendrai de tout ça, c'est un petit peu l'événement. C'est-à-dire que c'est un petit club de handball, donc le club de Redon, qui organise ça. C'était plein, 700 personnes. C'était complet, Voilà, c'est une belle fête. Le H qui participe à tout ça. Voilà, ça fait une belle fête autour d'un petit club amateur de handball. Je trouve que c'est une excellente chose. Bravo, en tout cas, au club de l'avoir organisé. Et puis, si je reviens un petit peu aux sportifs, c'est bien, ça dérouille aussi un petit peu les gens, parce que ça fait un mois quasiment que les gars ils font de l'entraînement, on le sait, à un moment ils aiment bien se confronter un peu au match. Après, voilà, l'opposition, est-ce qu'elle l'était ? Je suis pas convaincu que avec les deux effectifs au complet, il y ait 10 buts d'écart entre Nantes et Irun. Mais donc en tout cas, voilà, le résultat avec une victoire, c'est une bonne base de travail. Si tu perds ce match-là de 10 buts, c'est plus compliqué aussi. Clairement, vaut mieux l'avoir gagné 10 buts, on est d'accord. Ça restera néanmoins assez anecdotique, mais bon, c'est bien, ça fait toujours plaisir. Et puis ça a permis à Alberto Dontrarios d'essayer des choses. Il y a par exemple Julien Emonet qui a joué en tant que demi-centre. Et alors ça avait été essayé pas avec une grande réussite, déjà par Thierry Anti la saison dernière. Très rapidement, très succinctement. Succinctement, mais pas avec une grande réussite. Bon voilà, a priori, Alberto Dontrarios a essayé de réitérer l'expérience. Je suis pas très convaincu, mais de son apport en tant que demi-centre. Bon, là, c'est plus pour dépanner. C'est pour dépanner, mais ça permet d'essayer aussi. Voilà. Je finirai juste avec mes petites stats que j'aime bien habituelles. Donc 7 buts pour Valero Rivera, 5 pour Augustin Hansen. Peut-être que ce match a pu le relancer aussi, qu'il reprenne un petit peu confiance. Peut-être même qu'il s'est servi de ce mois pour bosser un petit peu, puis revenir à un meilleur niveau. Et puis il avait bien fini la fin de saison. Il avait bien fini, mais bon, on l'avait un petit peu critiqué, donc voilà. Et puis ça va te faire plaisir, Yann, 5 buts pour Thibaut Brié, qui a plutôt performé au poste d'arrière, un petit jeune qu'on suit assez régulièrement. Donc voilà, bravo les Nantais. Mais bon, on attend quand même maintenant avec une certaine impatience le début des vraies hostilités, quoi. Et des hostilités, il y en a qui vont arriver, à savoir notamment ce match de Coupe de France contre Chambéry le 2 février. Ça va venir vite maintenant. On est super impatients parce que heureusement il y a l'Euro pour nous faire patienter. Mais ça n'a pas la même saveur, on va dire. En tout cas, pour moi, ça va encore. Il y a la Croatie pour les supporters français. Je pense que l'impatience. Ça commence à être long là. Ça commence à être long parce que c'est pas l'équipe de France qui a permis de faire en sorte que l'attente soit moins longue. Non. Donc ça va venir vite. Chambéry. Comment on va retrouver Chambéry ? Ça, c'est la question. Comment on va nous retrouver nous aussi ? On a un peu plus de certitude. On verra. On aura l'occasion de discuter à la prochaine émission, je crois. Dans la prochaine émission. Prochaine émission, mais effectivement. C'était pour finir sur une petite touche de suspense. Positive. Non, mais effectivement, on aura l'occasion d'y revenir, mais voilà. De connaître les échanges qui nous attendent. Messieurs, merci beaucoup. Merci à toi, Polo. Je terminerai juste par une petite dédicace à Edouard, que je remercie pour les vidéos qu'il m'a envoyées pendant l'émission. Ouais, merci Edouard. On a failli s'étouffer. Merci à tous et n'hésitez pas à participer toujours aussi nombreux sur le groupe pour nous transmettre vos sondages et vos commentaires. Merci à tous, messieurs. Merci, bonne soirée à tous. Merci, bonsoir.